Ce nouveau mardi du Grand Continent. Avant de commencer la discussion en présentiel avec Patrick Weil, Jean-Dominique Merchet, Laure Manville et Michel Fouché qui nous font le plaisir d'être ici ce soir, on s'est dit que ça aurait pu être intéressant de poser le cadre, de poser le débat, dans un monde dans lequel on a tendance à commenter les images comme si c'était un match de foot. Il s'agit de savoir si il y a eu hors-jeu ou pas, et tout devient un spectacle, par essayer d'interroger un peu ce qui se trouve au-delà des écrans. Et peut-être pour voir ce qui se passe au-delà des écrans, il ne faut pas aller vers Washington ou Mar-a-Lago, mais il faut peut-être se tourner vers ce qui se passe réellement dans le monde. Il y a une chose, peut-être on voulait commencer par ça, parce que dans l'altercation de ce week-end, de ce vendredi soir, que tout le monde a commenté, qu'on a vu de manière un peu obsessionnelle. Ouais. En fait, l'idée serait de... il y a un point et qu'on repasse d'une façon obsessionnelle, comme si effectivement tout s'était joué là, et Zelensky aurait dû être plus diplomate, changer de discours, etc. En fait, en réalité, on a sans doute loupé le seul vrai moment de vérité. C'est un extrait à la toute fin de cet extrait que Pierre va passer. You'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. Donc, vous l'avez compris, ce qu'il dit à la fin de cet extrait, c'est, je traduis mot à mot, très bien, je pense que nous en avons assez vu. Qu'en pensez-vous, hein? Ça va faire de la très bonne télévision. Je peux vous le dire, ça va faire de la très bonne télévision. Et je pense qu'en réalité, on est un peu pris dans cette espèce de phase très étonnante que Yann Garner, dans Le Grand Continent, définit, celle de la destruction du spectacle. On regarde de façon obsessionnelle ce qui se passe dans ce bureau ovale, dans cette espèce d'épisode infini de télé-réalité, comme si le bureau ovale et la Maison-Blanche n'étaient pas le cœur en fait, de l'administration la plus puissante et de l'État le plus puissant au monde, comme si en fait, il n'y avait pas des effets très concrets. Et c'est pour ça qu'on a voulu aller très loin de Washington, tourner le dos à cette scène, jusqu'en Roumanie, où se trouve aujourd'hui Adina Revol, qui a signé un article vraiment important que je vous incite à lire, qui essaye de retracer l'histoire des personnes qu'on voit à l'écran, qui sont aujourd'hui au cœur d'un dispositif de changement de régime et qui, au fond, montre assez clairement quelle est la dimension réelle et concrète du projet, du plan qui est déployé aujourd'hui à partir de la Maison-Blanche. Adina Revol, si vous nous entendez, peut-être la question que je vous poserai, c'est simplement d'essayer de nous faire entrer dans cette histoire par le réel plutôt que par la télé-réalité. Oui, bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Super, je suis ravie d'être avec vous ce soir à distance parce qu'effectivement je suis en Roumanie pour lancer mon livre qui est paru en France et qui est maintenant traduit en roumain et effectivement ça tombe bien parce que c'est un moment clé pour, je dirais, l'histoire roumaine et aussi pour l'histoire européenne. J'ai lu avec grand intérêt et attention l'article donc de Bruno Le Maire sur le schisme de l'Occident. Et là, il parle justement de deux choses qui font très mal, dont une, c'est la morsure de la division. Et ce qui se passe en Roumanie, en fait, s'inscrit dans ce cadre-là. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une annulation de l'élection présidentielle parce qu'un des candidats, donc Călin Georgescu, n'a pas respecté les règles électorales. Je vais vous expliquer plus loin de quoi il s'agit. Mais en fait, il s'agit de quelque chose de bien plus grave. C'est-à-dire qu'il y a Emmanuel Macron a fait un entretien pour la Tribune où il dit que Poutine va lancer peut-être une attaque sur la Moldavie et peut-être sur la Roumanie s'il n'est pas arrêté. Mais en réalité, Vladimir Poutine a déjà lancé l'attaque contre l'Europe de l'Est. Il a aidé Robert Fico en Slovaquie à gagner avec un deepfake. Il a son allié
servi Viktor Orban. Et puis la Roumanie, c'est un pays qui est francophone, qui est pro-européen, europhile, mais c'est un pays qui est miné encore par la corruption et c'est un pays qui a beaucoup souffert de l'inflation générée par les prix de l'énergie très élevés. C'est la deuxième inflation la plus forte de l'Union européenne. Donc il y a eu un approvisionnement de la population. Et donc, en fait, c'était la cible idéale, la Roumanie. Et donc, il a lancé une attaque en règle au mois de novembre. Călin Georgescu, en fait, c'est un candidat que personne ne connaissait. Il est issu du système, en fait, mais il se présentait comme anti-système. Et en 2 semaines, il a réussi à passer de 2% dans le sondage à 23% et même à être numéro 9 sur TikTok. Au niveau mondial, donc une attractivité très importante, avec tout ça avec 0 dépense électorale officiellement déclarée. Et donc ce personnage est entouré des hommes que vous voyez, et sa femme, bien entendu, dont je vais vous en parler, que vous voyez à l'écran et que je vais détailler. En fait, c'est un réseau qui mêle des services secrets, des stars des cryptos, du TikTok, de mercenaires proches de Wagner, et aussi de figures de la manosphère, dont Andrew, donc les frères Tate, qui sont protégés par l'administration Trump. Je vais m'arrêter sur 2 personnages en fait qui sont assez importants. Dans le premier, c'est le Prigojine roumain, il s'appelle Horatiu Potra. En fait, il entretient même une ressemblance physique à Prigojine. Donc il est aussi français en fait parce qu'il a fait partie de la Légion étrangère. Il est né au cœur de la Transylvanie, à Mediaș. Et donc, en fait, ce personnage, il a servi dans la Légion étrangère et il est à la tête d'un réseau paramilitaire international associé aux intérêts de Wagner, pour le dire de manière diplomatique. Selon des enquêtes, notamment de Deutsche Welle. Il a aussi été garde-corps de l'émir de Qatar et il est aussi introduit dans le cercle des entreprises chinoises. Donc clairement, c'est un personnage clé autour de Călin Georgescu. C'est un sort d'associé, de garde-corps et d'homme de main. Et c'est chez lui qu'on a trouvé la semaine dernière, jeudi dernier, 900 000 euros, un véritable arsenal militaire. D'ailleurs, il est en fuite. Il a été déféré à la justice, mais il est en fuite. Il faut savoir que c'est un homme qui a un passé judiciaire chargé. Depuis 2012, il a été arrêté pour crime organisé, pour trafic de drogue. Il a été même condamné. Et il est lié à un homme d'affaires au passé trouble également, Frank Timiș, à qui Călin Georgescu aurait sollicité 35 millions de dollars pour financer sa campagne électorale en échange justement d'un accès aux ressources aurifères de la Roumanie. Vous savez, en Roumanie, il y a des ressources minérales très importantes et on est aujourd'hui en pleine géopolitique de matières premières. On le voit dans l'administration Trump avec le Groenland, avec l'Ukraine. C'est également le cas de la Roumanie. Donc voilà, ça c'est pour Horatiu Potra, qui est un des hommes clés donc de Călin Georgescu. Il a aussi planifié au mois de décembre des attaques armées pour faire régner donc en gros l'horreur dans la société roumaine, pour diviser la société roumaine. L'objectif de ce proche de Wagner, c'est de créer une sorte de garde patriotique autour de Călin Georgescu et une sorte de phalange et qui symbolise clairement le retour de la peste brune dans ce pays qu'il a connu au début des années 40. Le deuxième personnage dont je voulais parler. Pierre, tu peux mettre la deuxième slide?
Voilà, c'est la connexion avec les réseaux américains, donc avec Musk, parce qu'ici, en fait, ce qui se passe en Roumanie, on est clairement dans l'axe Trumpine, donc dans l'axe Trump et Poutine. Donc là, c'est la connexion avec les réseaux de Trump, donc à travers Mario Naval, qui est une star donc du journaliste citoyen qui est poussé par Elon Musk, et Colin Georgescu en fait, est en lien avec Elon Musk à travers ce Mario Naval qui a beaucoup de visualisations, jusqu'à 35 millions de visualisations de son show sur X, le show qui s'appelle Round Table. Et donc, c'est à travers ce personnage qui est né au Liban, qui a vécu en Australie et qui vit aux Émirats, que le lien entre Colin Georgescu et la dynastie de Musk et Musk lui-même se crée. Donc, vous voyez à l'écran un tweet de Musk, they just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up, c'est-à-dire que c'est de la folie. Ils viennent d'arrêter la personne qui a remporté le plus de voix dans l'élection présidentielle roumaine. Déjà, c'est un fake news parce qu'il n'a pas été arrêté. Il a été amené au parquet général où il a été inculpé. Voilà, donc ça, c'est pour Marion Naval. Et ensuite, je voulais finir avec deux personnages, donc Marian Motoku, il ne travaille pas en fait, donc il vit de dons selon ses déclarations. Lui est dans l'obsession du complot juif. Alors en Roumanie, il y a je dirais, dans l'histoire de la Roumanie, il y a l'antisémitisme des années 40. Il y a beaucoup des juifs roumains qui ont quitté le pays parce que il y a eu des pogroms horribles dans les années 40. Donc là, on est dans la société roumaine, il y a toujours eu un antisémitisme latent. Et là, en fait, il y a le retour de cet antisémitisme, de cette peste brune. Et donc, ce personnage, Marian Motoku, en est l'exemple. Il est à la tête d'un mouvement qui s'appelle le mouvement 41 pour la Roumanie. Alors, 1941, c'est l'année où le pouvoir roumain de l'époque est rentré en guerre avec Hitler. Donc, il poste beaucoup sur Facebook. Et donc, j'ai mis ici sur cette slide, pour que vous voyez dont il est question, une citation. Donc, chaque jour, au cours des 30 dernières années, donc depuis la chute du régime de Ceausescu, nous les avons laissés marcher sur nos têtes, donc les Juifs. Pendant ces 32 années, nous n'avons jamais eu de président roumain. Ce sont les Juifs qui nous ont gouvernés. Ce sont les Juifs qui ont adopté des lois pour nous poursuivre. Ce sont eux qui nous donnent des millions et des milliards d'amendes pour un seul objectif, que nous ne nous levions jamais pour être libres de leur joug. Bon. Il est poursuivi sous contrôle judiciaire pour incitation à la haine et à la violence contre les Juifs, pour négation de l'Holocauste et l'utilisation de symboles légionnaires. Et dernier point, la femme de Colin Georgescu cherchait la femme. Alors, c'est Christela Georgescu, une ancienne femme d'affaires bancaire qui a tenu en Roumanie des positions très importantes, mais qui a changé de vie il y a une vingtaine d'années, et donc qui nie en fait, maintenant elle est en charge de médecine, elle fait la promotion des médecines alternatives. Et donc là, j'ai mis également une de ces citations: prenons le cancer, le taux de mortalité des personnes atteintes de cancer dans le monde est d'environ 97% avec le traitement utilisé par chimiothérapie. Qu'est-ce que la chimiothérapie? Pourquoi ne pas poser une question simple? C'est un acide. Et si nous ne prenons pas le pH du sang, qui est de 7,3 ou 7,4, tout ce qui est alcalin est synonyme de vie, tout ce qui est acide est synonyme de mort. Alors, comment puis-je croire que je peux introduire un acide dans mon corps et guérir? C'est tout le contraire. Donc, selon les informations, elle aurait effectivement eu des problèmes de santé quand elle a changé de vie, et donc justement elle est dans un délire mystique que son mari partage également, parce que il partage effectivement beaucoup de vérités alternatives.
Voilà, je voulais Merci. vous parler de ces personnages qui exemplifient sur le terrain cet axe entre Trump et Poutine dans un pays clé, puisque la Roumanie est un pays pro-européen, c'est un pays qui n'a jamais été pro-russe et c'est un pays qui est situé donc d'une manière très stratégique par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie. Et puis, dernier point, Calin Georgescu donc, vient d'annoncer que s'il était élu président, il va faire un référendum pour faire sortir la Roumanie de l'OTAN. Donc on voit clairement la dimension, la volonté de désunir l'Union européenne et l'ancrage atlantique et effectivement donc de désunir l'Occident. Mais merci beaucoup, Adina. C'était très important, je pense, de commencer par ce cadre-là, parce que justement, ça fait retourner au niveau du terrain. Ce qui se passe très concrètement aujourd'hui, c'est que le candidat du Kremlin, soutenu par des réseaux paramilitaires, avec une matrice clairement antisémite, on le voit bien, des dimensions complotistes plus qu'évidentes, en fait, est aujourd'hui soutenu proactivement par l'administration américaine. Je pense que c'est un élément qu'on ne dit pas assez. Ce n'est pas que du spectacle, c'est réel, et c'est réel pour des millions de personnes qui font partie du même système politique que nous. Et peut-être, pour commencer notre table ronde, Patrick Veil, comment vous faites pour expliquer ce qui est en train de se passer dans cette convergence entre le Kremlin et la Maison-Blanche? Vous aviez fait un entretien à chaud après l'élection présidentielle. Est-ce que ce diagnostic-là que vous posez vous semble toujours Alors, je l'avais même fait avant l'élection présidentielle, parce qu'il me semble... Bon, ça c'est à partir du travail que j'ai fait par hasard en trouvant un manuscrit de Sigmund Freud inédit sur le président Wilson. J'ai dû donc retravailler sur le traité de Versailles et puis la personnalité de Wilson. La thèse de Freud, une des thèses de Freud, c'est que Wilson avait besoin d'avoir un homme dont il était très proche, dont il était en fait inconsciemment amoureux près de lui comme soutien personnel. Et il rompait avec ses proches. Ce sont des proches qui avaient une influence extraordinaire. Et en fait, la dernière rupture s'est traduite par le remplacement de son conseiller diplomatique, très connu, le colonel House, par le délégué sud-africain à la conférence de la paix, le général Smuts. Et Smuts a obtenu, dans la négociation, tout ce que les Anglais n'arrivaient pas à obtenir par la voie diplomatique classique, c'est-à-dire, d'abord, il a participé à l'élaboration des statuts de la SDN. Ensuite, il a obtenu les colonies, la majeure partie des colonies allemandes en Afrique, notamment celles proches de l'Afrique du Sud. Et surtout, il a obtenu les réparations extrêmement élevées, contrairement au mythe qui a fait de Clémenceau le responsable des hautes réparations imposées à l'Allemagne. C'est Smuts qui obtient le paiement des pensions et le forfait très, très élevé qui est imposé à l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, quand Wilson revient avec son... Ensuite, il y a deux traités qui sont signés. Il y a le traité de Versailles, par la France, et puis ce qui inclut la SDN qui précède l'ONU, mais il y a aussi un traité qui précède l'OTAN. Et c'est pour Clémenceau le traité la part le plus importante du package, c'est-à-dire le traité des garanties. Il a échangé, il ne pouvait pas obtenir des Anglais et des Américains l'occupation de l'ouest du Rhin ou la création d'un État tampon. En échange, il obtient la garantie militaire américaine, l'intervention militaire immédiate des États-Unis et de l'Angleterre en cas d'agression allemande. Et pour Clémenceau, c'est ce qu'il voulait depuis le début, et c'est la clé de l'accord général. Eh bien, Wilson, de retour aux États-Unis, fait tout capoter. C'est-à-dire qu'il refuse les réserves de républicaines qui étaient, franchement, la plus importante, c'était en cas de déclaration de guerre, dans le cas de la SDN, vous devez respecter la Constitution et obtenir l'accord du Congrès, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et pourquoi le refuse-t-il? Il le refuse parce qu'il dit ça enlève de la virilité au traité, ça enlève le pouvoir moral d'intervention dans le cadre de la SDN, ce n'est pas un truc juridique. Il dit ça n'a rien à voir avec le droit. Et qu'est-ce que ça signifie? Alors ça, c'est moi qui apporte cette interprétation. C'est que ce qu'il avait voulu faire, et ça on le voit, il avait une haine absolue des résultats de la guerre civile.
il était de Virginie. Le seul endroit où il se sentait bien au monde, c'était le Sud. Il avait prédit la fin de la Constitution américaine quand il avait 20 ans. Elle ne tiendra jamais. Eh bien, il avait conçu avec son ami Smuts un instrument de gestion, de domination de la chrétienté blanche sur le monde. Il se voyait, il a voulu déjà, dès mars 19, organiser la première réunion du Conseil de la SDN, alors que ça n'avait pas été ratifié. Et ses conseillers lui ont dit « Vous n'avez pas le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de le faire ». Il aurait siégé avec Smuts dans ce Conseil de la SDN, et ils auraient dirigé le monde. Eh bien, moi, je pense que le même fantasme, c'est un fantasme très lointain. Le Sud blanc n'a jamais, raciste, n'a jamais accepté sa défaite dans le cadre de la guerre civile. Eh bien là, vous avez un couple Wilson-Smuts qui a été remplacé par un autre couple Trump-Musk. J'en oublie son nom. Et c'est le vieux projet de la revanche du Sud blanc suprémaciste que nous voyons à l'œuvre et qui se connecte avec Poutine, qui est leur héros, qui a maté la Tchétchénie, qui a envoyé à la mort des centaines de milliers de non-vrais Russes contre l'Ukraine. Après tout, ils se débarrassent des prisonniers, des faux, de gens qui ne sont pas blancs, etc. Eh bien, c'est ça le projet qui est consciemment ou inconsciemment un peu derrière ce qui nous arrive. Jean-Dominique Mercier, j'ai envie de vous poser la question. Vous avez écrit « Sommes-nous prêts à la guerre ?» Sommes-nous prêts à vivre dans le monde qui est celui que Adina Revol nous a montré et que Patrick Weil semble indiquer? Et est-ce que l'Alliance Atlantique, dont aujourd'hui vous faites un des dispositifs absolument centraux, et sans doute à raison, de nos systèmes de défense, peut survivre en fait à ce schisme qui est en acte? Ben, je crois qu'on est obligé de vivre dans le monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit, pour commencer. Voilà. Trump est président des États-Unis et il faut faire avec. Donc que ça nous plaise ou non, il va falloir s'adapter parce qu'on ne va pas le faire chuter, nous, peut-être un jour les électeurs américains, mais en tout cas pas nous. On peut résister, mais ça va être difficile. Ça repose la question de ce fameux, la question sur l'Alliance Atlantique, de ce fameux schisme d'Occident, comme dit Bruno Le Maire. Alors moi, je ne crois pas du tout à cette thèse. Je crois qu'elle traduit, cette thèse traduit beaucoup d'émotions, l'émotion actuelle, justifiée d'ailleurs. Hein. On a quand même été tous très impressionnés par les images de vendredi soir. Émotion, parfois même panique morale des élites européennes qui ne comprennent pas bien ce qui se passe et qui ont l'impression, et plus que l'impression d'ailleurs, le sentiment de perdre leur hégémonie politique et leur hégémonie culturelle. Donc y a-t-il un schisme de l'Occident? Non, je ne crois pas, pour deux raisons. Une raison géopolitique, une raison politique. La raison géopolitique, c'est que la majorité des pays européens continuera à souhaiter, vouloir l'alliance avec les États-Unis. Il suffit de regarder ce qui se passe. Je crois que la phrase la plus spectaculaire a été prononcée par le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dès dimanche. Il a dit « J'ai appelé Zelensky et je lui ai dit « Écoute, il va falloir que tu te réconcilies avec Donald Trump, ça ne peut pas durer comme ça ». Et on voit que la plupart des dirigeants, les Britanniques, après le sommet de Londres de dimanche, ont aussitôt dit « Oui, bah, on va voir ce qu'on fait, mais on va voir ça avec les Américains ». Donc il n'y a pas de volonté en Europe de rupture avec les États-Unis. Ça, c'est la raison politique, géopolitique. La raison politique, elle est que s'il y avait schisme d'Occident, ça voudrait dire qu'il y a deux blocs cohérents de part et d'autre de l'Atlantique. Or, ce n'est pas le cas. Que ce soit aux États-Unis et en Europe, nous avons des sociétés politiques qui sont divisées et qui sont extrêmement polarisées. Certes, Donald Trump a remporté les élections, mais avec une marge, non pas en termes de sièges, mais en termes de voix, relativement faible. Il y a toujours des démocrates aux États-Unis, il y a toujours une opposition et des gens qui contestent Donald Trump, et ils ne vont pas disparaître
rendez-vous dans 1 an et demi aux midterms, aux élections midterms aux États-Unis. On verra. Et en Europe, c'est évidemment encore plus le cas, ou au moins autant le cas. Il y a des États entiers qui sont gouvernés par des gens proches des idées de Trump. La Hongrie, la Slovaquie, peut-être l'Italie, peut-être demain la Roumanie, la Tchéquie, d'autres. Et puis il y a dans tous les pays européens, en particulier dans le nôtre, des forces politiques qui sont relativement proches des conceptions du pouvoir américain. Je rappelle simplement aux élections européennes, si l'on cumule, disons, les gens qui ne sont pas dans le centre libéral, occidentaliste, traditionnel, c'est-à-dire à droite, voire à extrême droite, le Rassemblement national et la liste à l'époque de Marion Maréchal, et de l'autre côté de l'échiquier politique, la liste de LFI avec des options politiques très différentes, mais qui quand même, encore on l'a vu hier à l'Assemblée nationale, refusent d'un commun accord le consensus traditionnel occidentaliste, libéral, centriste, tout ce qu'on voudra, ça fait au total 47% des voix. Ça veut dire que quasiment un électeur sur 2 pense des choses qui ne sont pas ce que les élites pensent. Donc ça existe. Donc je ne crois pas au schisme de l'Occident. Il y a des débats en Occident, et pour reprendre une phrase bien connue des lecteurs du grand continent, il faut aujourd'hui penser les débats politiques à l'échelle, non pas à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle de l'Occident. Un Occident général, l'Europe, les États-Unis, mais aussi des pays comme l'Argentine, le Canada sans doute, Israël et d'autres. Donc c'est à ce niveau-là. Donc je ne crois pas à un schisme géopolitique entre l'Europe et les États-Unis. Laurent Mandeville, vous connaissez très bien la société, la politique américaine. Le point que Jean-Dominique Merchet soulève est assez fort, c'est de dire, au fond, est-ce que nous pouvons aujourd'hui faire sans les États-Unis ? Mais est-ce qu'en réalité, la question n'est pas plutôt à poser dans le sens inverse ? Est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, ont envie et vont faire des choses avec les Européens, et même, j'irais peut-être un peu plus loin, avec les forces qui pourraient idéologiquement leur être proches. On voit bien une des choses qui paraît les plus étonnantes de cette nouvelle phase, c'est peut-être dans cette hybris impériale dans laquelle se trouve l'administration Trump, les déclarations de J.D. Vance hier soir, les séquences de Munich. En fait, on voit très bien cette pression constante qui fait que même aujourd'hui, les forces politiques qui pourraient au fond dire nous sommes trumpistes sont très mal à l'aise parce que le trumpisme ne leur offre rien d'autre que la perspective de la vassalisation et que, au fond, aujourd'hui, il y a une vraie contradiction entre souverainisme et trumpisme si vous êtes européen. Exactement. C'est vrai que la question que vous posez sur le schisme, ce qui me paraît important, c'est est-ce qu'il y aura encore un Occident ? C'est-à-dire un schisme d'Occident, ou est-ce qu'il y aura un Occident ? Parce qu'il me semble, en fait, ce qui se passe aujourd'hui pour nous tous, sur les deux rives, c'est la rencontre d'un cataclysme géopolitique qui est en fait la résurgence d'un impérialisme révisionniste russe qui est à l'œuvre, que nous voyons à l'œuvre depuis des années, mais qui, évidemment, est devenu particulièrement agressif depuis 3 ans. Et d'autre part, une crise, ce que j'appelle, moi, une crise occidentale, une crise démocratique occidentale absolument profonde et majeure, qui traverse aussi bien les États-Unis que l'Europe. Et je crois que ce qui se passe, et ce qui s'est passé, on ne peut pas comprendre, en fait... il faut remonter un peu en arrière quand on parle de ce qui se passe aux États-Unis sur les origines du trumpisme. C'est-à-dire qu'en fait, le trumpisme, au départ, c'est une révolte du pays profond. C'est une révolte d'une Amérique populaire qui ne se reconnaît plus dans la manière dont fonctionne le système, dans la manière dont les élites ont imposé un modèle de globalisation qui a complètement plus que désorganisé, qui a, comme le disait Trump, créé un carnage dans son premier discours, vous vous souvenez, d'investiture aux États-Unis à travers l'Amérique, mais aussi qui a peu à peu
imposer un cadre idéologique, un carcan idéologique qui est devenu de plus en plus, pour une partie de la population, irrespirable. Et donc, la révolte trumpiste est peu à peu devenue une sorte de phénomène révolutionnaire, surtout pendant, je dirais, qu'il a muté au cours du temps. Il est passé d'un phénomène de révolte en 2016 à peut-être un phénomène contre-révolutionnaire en 2024, qui se présente comme un mouvement de balancier, un mouvement de pendule. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont rejoint Trump, et je dirais, c'est aussi par exemple le cas de l'oligarchie de la Silicon Valley, qui est au départ absolument truffée de progressistes et de démocrates, et qui le rejoint aussi parce qu'ils ont le sentiment que la gauche a perdu la tête, que la gauche les a emmenés sur un territoire qu'ils ne reconnaissent plus, dans lequel ils ne se retrouvent plus, et qu'ils jugent profondément non américain pour eux, c'est-à-dire au sens où justement il y a un identitarisme qui ne correspond plus au principe de l'égalité devant la loi, au principe méritocratique américaine, qui va jusqu'à remettre en cause quelle est la date de la naissance de l'Amérique en 1776, et qui veut faire de l'Amérique un projet qui est fondamentalement un projet maléfique, mauvais, evil project, qui commence en 1619 avec l'arrivée des premiers bateaux d'esclaves. Et donc je crois qu'il y a d'abord cette idée du correctif. Et ils rejoignent ce personnage complètement hors norme, dont la personnalité pourtant est répulsive pour beaucoup de gens, parce qu'ils estiment qu'il y a un sauvetage à mener. Et ça, je crois que c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'au fond, d'une certaine manière, aujourd'hui, je dirais la sidération et le silence dans lequel est aujourd'hui une partie de l'Amérique républicaine. Alors, je ne parle même pas évidemment des démocrates qui sont eux, à terre face à ce qui se passe. C'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a peut-être d'abord parce qu'ils sont dans une l'euphorie d'avoir gagné. Et quand moi j'interviewe beaucoup de mes amis conservateurs, ils disent mais on a gagné, on est dans l'euphorie de la victoire. Et du coup, la nouvelle tornade qui leur arrive dans la tête, et qui est en fait, moi ce que j'appelle une wokisation de la droite américaine, c'est-à-dire un mouvement de balancier qui part justement très très loin et qui devient un phénomène de destructeur peut-être des institutions. En tout cas, il y a toute cette idée de la destruction de tout le système, que le système est mauvais par définition. C'est-à-dire c'est de la même manière que chez les démocrates, il y avait l'idée qu'il fallait tout déconstruire pour que le système soit purgé, il y avait un côté presque religieux. Là, en fait, on a le sentiment qu'il faut mettre tout à bas, toute notion, tous les experts, tous ceux qui, justement, ont organisé, par exemple, le système de sécurité nationale, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a un détournement géopolitique de cette contre-révolution qui est en cours, et qu'il s'est greffé là-dessus un kidnapping du train Trump par les Russes. Et alors, si vous voulez, avec peut-être un consentement d'origine de Trump, ça, il y a un mystère, un point d'interrogation, parce qu'on sait à quel point Trump a été proche de tous ces réseaux russes, qu'il a été au contact permanent avec des intérêts, etc., des Russes. Mais ce qui est quand même, je pense, le plus inquiétant et le plus frappant, c'est que le mouvement MAGA semble aujourd'hui presque lobotomisé, presque maraboutisé par l'idéologie poutinienne, et reprend les éléments de langage. Il y a comme une sorte de poutinisation de leur mode de fonctionnement, de leur discours, de leurs arguments, de la manière dont ils traitent l'Ukraine, et la destruction à laquelle nous avons assisté vendredi dernier dans le bureau ovale de la personnalité de Zelensky, selon un mode qui rappelle les méthodes de Poutine, mais comme l'a dit Lech Walesa, celles qui étaient les méthodes d'interrogatoire
du pouvoir des services de sécurité polonais, communistes. Tout cela, en fait, montre comme un détournement. Et ce qui m'inquiète évidemment beaucoup, c'est que la même chose se produise en Europe. C'est-à-dire, je pense que nous sommes effectivement menacés aujourd'hui par le retour, par le travail qui a été très bien montré par Adina Rivol, le travail qui est à l'œuvre depuis au moins 4 ans, et j'aurais aimé l'interroger d'ailleurs pour savoir de quand, selon elle, date cette connexion entre ce qui s'est passé en Roumanie et les Trumpistes. Parce que pour moi, il y a eu un travail qui s'est accéléré pendant les 4 années de la présidence Biden, où justement le mouvement MAGA et surtout la planète conservatrice intellectuelle américaine a cru qu'elle devait sauver le pays. Elle se voit comme un sauveteur, et donc on est dans un post-libéralisme dans lequel on abandonne en fait la démocratie libérale parce qu'elle paraît complètement maléfique et hostile. Elle n'est plus capable de permettre ce sauvetage, et j'ai très peur que ça vienne ici. Et donc en Europe de l'Ouest, évidemment, sur la question de l'islamisme, de l'immigration, etc., qui sont les thèmes qui sont poussés évidemment par le Kremlin, mais qui sont en écho aussi avec ce que pense Vance, Trump, etc. Mais je crois qu'en Europe centrale et orientale, c'est également très intéressant ce qui se passe, parce qu'il me semble que là, c'est plus post-2008, et la peur, en fait, de voir venir, si vous voulez, une sorte de propagation des maux de l'Europe occidentale, qui fait qu'on a une sorte de résurgence de tous les ressorts de ces sociétés qui, comme elle le disait, donc le vieux passé antisémite, la tradition autoritaire, tout ce que ces sociétés post-communistes, en fait, recèlent dans leur flanc, mais qui avaient été comme, disons, lissés, apaisés par la force de l'entrée dans l'Union européenne, des institutions, il y a clairement, effectivement, un vrai travail de généalogie de cet arc. Je vous conseille on a un papier qui lance l'hypothèse justement de l'arc Dugin-Musk à partir de cette notion de wokisme de droite, qui est une notion qui est reprise très souvent par Dugin lui-même, et qui justement essaie de comprendre comment c'est construit dans les 4 dernières années, cette espèce de convergence qui reste quand même assez encore mystérieuse par certains côtés. Et cet Occident kidnappé, on pourrait peut-être reprendre cette formule, Michel Fouché, en fait, se retrouve très clairement dans la question aujourd'hui du partage de l'Ukraine. Comment vous voyez le grand spécialiste des frontières, comment vous voyez aujourd'hui ce qui se joue dans cet espace qui étymologiquement signifie d'ailleurs la frontière, l'Ukraine, pour le choc aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis? Alors d'abord, je crois qu'il faut que nous, en Europe, on raisonne à l'échelle pertinente européenne. C'est-à-dire qu'on essaye de consacrer un peu moins de temps au spectacle. D'ailleurs, on devrait interdire TikTok à l'échelle européenne, parce que TikTok en Chine ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est 40 minutes par jour, uniquement éducation et sciences. Donc là, il y a un problème. Non, et on n'arrive pas à penser par nous-mêmes. On n'arrive pas à penser par nous-mêmes, et on a encore eu une explication, un cas avec l'Ukraine. On était incapable d'arrêter ce conflit. Donc, le premier travail à faire, le premier effort à faire, c'est de penser par nous-mêmes nos intérêts et essayer de passer moins de temps devant les écrans et les tweets, etc., etc. Et c'est le premier pas de l'autonomie stratégique. On est en train peut-être de le faire. Et il faut réfléchir à une éventuelle sortie de crise en fonction d'abord de nos intérêts stratégiques, qui incluent bien entendu les intérêts de l'Ukraine, c'est-à-dire la nation indépendante et souveraine. Mais on s'est un peu trop caché derrière le slogan depuis 3 ans, ce sont les Ukrainiens qui décident. Sauf qu'ils ne sont pas capables d'assumer tout seuls leurs décisions. Donc si vous voulez, moi, je plaide d'abord pour qu'on arrête de se contenter d'anticiper les demandes successives de Trump, qui est un peu essuie-glace quand même, et les pulsions de vente. Même s'il faut, comme elle est sur le feu, commencer à surveiller les signaux faibles d'une esquisse du début
d'un retrait américain, 85 000 hommes. Ça va commencer par la base de Bondsteel au Kosovo, 700. Même s'il y a des engagements non écrits du président américain au président français, au Premier ministre britannique la semaine dernière, mais il n'y a pas de preuve écrite et il n'y a pas d'ordre dans ce sens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je développe dans une étude, enfin une note, c'est une étude du Grand Continent, là, le 14 février, je crois qu'il s'intitule « L'Ukraine et la nouvelle frontière européenne, bâtir un rempart face aux empires ». Je plaide depuis un certain temps, déjà depuis un an, pour une prise en charge, enfin, appelons ça une force de réassurance. C'est un terme très ancien d'ailleurs, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Considérant que nous devons défendre diplomatiquement et militairement la future frontière orientale de l'Union européenne, qui sera sur la ligne de démarcation, un peu sur le modèle de la RFA face à la RDA. Donc ça suppose que ce soit les Européens, quelques Européens qui le veulent et qui le peuvent, qui s'engagent dans cette voie. Alors c'est très compliqué, on peut peut-être y revenir tout à l'heure sur le dispositif militaire. Mais on est obligé, d'une certaine façon, comme le dit Renaud Girard dans le Figaro, merci Trump, il nous réveille. Et on sent bien là qu'il y a un réveil, notamment chez les militaires européens. Quelques cercles militaires européens dans quelques pays. Et pour terminer sur ce point-là, sans entrer sur le dispositif dont on peut reparler ensuite, dans le texte du Grand Continent, j'insiste sur deux éléments. D'abord, en géographe, je dis qu'il ne faut pas se tromper d'échelle. Et la lecture multiscalaire est très importante pour comprendre tout le jeu diplomatique en cours. La guerre d'Ukraine, c'est fondamentalement une guerre d'émancipation nationale face à un empire. Moi, c'est ma thèse depuis le début. Depuis le tract Gallimard du 19 mai 2022, c'est d'abord ça. Mais ce n'est pas du tout la petite musique qu'on entend ni à Washington, ni surtout à Moscou. Hein, à Moscou, on est dans la logique des trois matrioshkas. Le monde russe, dont l'Ukraine fait partie, mais aussi la Moldavie et la Géorgie et les autres, parce qu'il y aura aussi la question arménienne. La deuxième poupée russe, c'est l'affaiblissement de l'Occident moralement décadent. Hein, et géopolitiquement dépassé au profit de l'Eurasie mythifiée et du supposé Sud global. Et la troisième, Matrioshka, hein, c'est en fait le monde russe. Donc s'il reconstitue le monde russe, il passe à la deuxième étape, et la troisième, c'est les affaires mondiales. Et on voit très bien dans les discussions Lavrov, Mario Rubio à Riyad, la communication russe, mais nous avons parlé de l'Ukraine, mais surtout nous avons parlé du Moyen-Orient, n'est-ce pas, de l'Afrique, des affaires globales, etc., du G8. Vous voyez, c'est l'idée, en fait, un des objectifs de la Russie, à travers la guerre d'Ukraine, c'est de reprendre langue avec Washington, qui est tombé dans le panneau, pour retrouver un statut de grande puissance, comme au beau vieux temps. Hein, vous voyez, il y a vraiment un emboîtement des échelles. Et puis l'autre point que je n'ai pas le temps de développer, c'est la méthode russe de négociation, qui a été très bien élucidée par l'ancienne Premier ministre estonienne Kaja Kallas dans un discours au Parlement estonien. Elle est maintenant haute représentante pour les affaires de sécurité. Elles appellent ça la doctrine de Gromyko. On est en plein dedans. Gromyko, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, 57-85, en 3 points. Vous demandez le maximum, y compris ce que vous n'avez jamais eu. Vous présentez des ultimatums parce qu'on va toujours trouver un occidental prêt à négocier. Actuellement, les milieux d'affaires en Allemagne s'agitent sur le prix du gaz. Et il n'y a pas qu'en Allemagne. Et 3, vous ne cédez rien parce que vous trouverez toujours une offre correspondant à ce que vous recherchez. Ça, c'est déjà fait à Washington. Exigez plus afin d'obtenir le tiers ou la moitié de ce que vous n'aviez pas au départ. Et c'est les objectifs. Alors, la différence entre Moscou et Washington, c'est qu'il y a une très forte prévisibilité des ambitions du côté russe, et puis ils prendront ce qu'ils peuvent, alors qu'il y a une imprévisibilité à Washington. J'en ai parlé récemment dans une conférence internationale avec Hubert Védrine, mon cher ami, que j'ai servi pendant longtemps. Il dit, à la fin du fin,
Trump ne peut pas laisser tomber l'Ukraine parce que ce serait un très mauvais signal adressé à la Chine. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Donc la difficulté que nous avons, c'est l'imprévisibilité du côté de Washington sur ces affaires géopolitiques européennes. Alors j'ai très peur de faire ça, mais je vais quand même le faire. Je donne un peu très rapidement à Jean-Dominique Mercier. Je voyais qu'il était un désaccord avec l'analyse sur le fait qu'aujourd'hui, les armées européennes semblent intégrer la nouvelle donne, cette nouvelle phase. Et par la suite, très rapidement... Non, est-ce que les militaires européens... Non, les militaires européens, de toute façon, ils feront ce qu'on leur dira de faire. Et la seule chose qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'augmentation de leur budget. Mais surtout pas de remettre en cause le fonctionnement des armées européennes et les doctrines en cours. Et notamment, par exemple, sur la dissuasion nucléaire française. Donc, je ne crois pas à la prise de conscience. Non, s'il y a prise de conscience, ce sera celle des citoyens, des politiques, mais en tout cas, les militaires... Non, je veux dire, ils sont... oui, si on leur dit, votre budget cette année est de 50 milliards, il sera l'année prochaine de 70 milliards, ça, ils vont trouver ça absolument formidable, je vous l'assure. Mais c'est pas avec ça qu'on va reconstruire une sécurité européenne ou des choses comme ça. Il faut se réinterroger sur nos doctrines, nos ambitions, etc., etc. Mais c'est un autre vaste sujet et on n'a pas le temps de l'aborder ce soir. En fait, en réalité, je pense que c'est un peu le sujet que j'aimerais poser dans le dernier tour de table. Parce que et d'ailleurs, pardon, ouais. Je me permets d'ajouter qu'il est probable que le budget américain de la défense baissera. Parce qu'ils veulent baisser leur budget de la défense. C'est ça qui est intéressant. N'oublions pas, Donald Trump n'est pas un belliciste. Voilà. Il va sans doute... Le principal ennemi du F-35, le célèbre avion de combat américain que tout le monde achète, son principal ennemi, il s'appelle Elon Musk. Il n'a fait que dénoncer les dépenses délirantes du Pentagone autour de cet avion. Donc nous allons avoir encore quelques surprises, je vous le garantis. Ça, je pense que pour le coup, c'est une chose dont on est absolument sûr, qu'on aura pas mal de surprises. Voilà. Voilà. Mais pas forcément celles qu'on attend. Voilà. C'est des surprises, c'est vraiment de la palisse. C'est des surprises qui en fait nous surprennent. Patrick Weil, l'idée ce serait de faire un dernier tour de table. On n'a malheureusement que 15 minutes, donc je vous demande d'être assez synthétique si c'est possible. L'idée, c'est là, on lance chaque mardi, ce mois-ci, on essaiera de façon un peu sectorielle d'avancer sur la question de la réponse. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de sidération. On a un peu l'impression que c'est joué, c'est fini, etc. Alors qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas. On est en train de le mesurer d'ailleurs dans un sondage qu'on est en train de lancer. Et on voit en fait que les opinions publiques bougent beaucoup en Europe. Patrick Weil, d'où est-ce qu'on commencerait ? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Dominique sur ce qu'il vient de déclarer, parce que ça serait considéré qu'il n'y a pas quand même eu un électrochoc politique. Alors les militaires, ils aiment la tranquillité, d'une certaine façon, la doctrine, etc. Mais il y a des moments où la doctrine doit changer. Et là, je dirais que moi, je vais parler de deux électrochocs que j'ai dans mes travaux d'histoire. L'électrochoc dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que l'Amérique ne ratifie pas la première alliance atlantique, ça a eu un choc terrible, puisque c'est ce qui fait la dernière salve entre Clémenceau et Foch. Leurs derniers ouvrages portent là-dessus. Ça a marqué De Gaulle bien avant le fait qu'il s'affronte avec Roosevelt. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les militaires et les politiques français avaient en tête, que l'Amérique avait pu les lâcher. Et donc, on a cette histoire de relative indépendance de notre force de frappe, ça vient de là, ça vient du fait qu'on a appris que l'Amérique pouvait nous lâcher. Et je dois dire que, là, je m'excuse de faire de la pub pour un livre qui sort cette semaine, qui est un livre du général Mordac. Et dans la sélection des livres recommandés par le général Mordac, qui s'appelle Le Ministère Clémenceau, où j'ai découvert, en fait, en lisant ce livre, comment on avait gagné la guerre de 14. Et quand Clémenceau arrive au novembre 17, mais tout marche au ralenti. L'administration du ministère de la Défense fonctionne comme en temps de paix, etc. Donc c'est lui qui crée l'électrochoc 3 ans après le début de la guerre. Donc en réalité, les militaires sont secoués totalement par le tandem Clémenceau-Mordac. Et donc,
Moi, ce que je demande, c'est est-ce que, c'est pas moi que les militaires veulent garder le train-train, je comprends, mais est-ce qu'il y a une capacité au niveau des dirigeants politiques européens de secouer ces militaires pour leur dire maintenant, il faut redéfinir une nouvelle stratégie. C'est voilà. exactement ce que j'ai dit. Mais Jean-Dominique Mercier. Oui, alors, la question sur ce qu'il faut faire. Et peut-être en intégrant aussi la dimension allemande dans cette équation. Ce qu'il faut faire, alors, juste en 3 mots, je pense que les Européens doivent rester unis et ils doivent aller plus loin dans leur union. On parle de la puissance, l'instrument numéro 1 de la puissance régalienne, comme on dit maintenant quand on est un peu snob. C'est un pouvoir politique fort. Un pouvoir politique fort, c'est quoi? C'est un pouvoir politique efficace et légitime. C'est ce qui manque aux Européens. Ensemble, je serais presque à plaider pour un fédéralisme européen. Alors j'entends les cris d'orfraie, mais je ne vois pas comment l'Europe peut affirmer une puissance sans un instrument politique fort, c'est-à-dire une union politique plus forte. Laure Mandeville. Oui, alors moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. C'est-à-dire, je suis évidemment, comme mes deux voisins, persuadée qu'il doit y avoir absolument un sursaut de l'Europe, qu'aujourd'hui, nous ne savons pas où va l'Amérique et que nous devons prendre le relais et assumer en fait l'héritage de l'Occident en termes de dire le vrai et aussi construire une défense à la fois de l'Ukraine et de l'Europe pour qu'elle ne soit pas écrabouillée par la Russie. Mais pour moi, c'est précisément le cadre de l'Union européenne ne me paraît pas adapté à cette bataille. Je pense que c'est un cadre où il y a des divisions extrêmes, des pays qui sont de véritables chevaux de Troie aujourd'hui des intérêts russes. Et je pense que l'idée d'une coalition de volontaires, de coalition of the willing, me paraît beaucoup plus susceptible de mettre sur pied une capacité opérationnelle dans l'urgence. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire un dispositif qui monte en puissance de manière rapide. Et il me semble que dans cette coalition des volontaires, si le nouveau chancelier Merz confirme en fait sa capacité à aller de l'avant, sa volonté d'aller de l'avant, je crois qu'il y a eu quand même là, pour le coup, en tout cas dans le diagnostic, on verra comment il va se débrouiller dans sa coalition, mais une rupture, on sent qu'il y a chez le personnage et en Allemagne une véritable rupture après ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui l'Allemagne comprend ce pays si profondément transatlantique, si attaché à cette garantie de sécurité américaine, qu'il va falloir penser en fait notre sécurité sans les Américains. Ça, c'est fondamental. Les Français, je dirais que c'est leur projet. Et c'est pour ça que il me semble, moi, en tout cas, que les militaires français sont un peu en avance sur les autres, parce que justement, comme vous le disiez, Patrick Weil, ils ont en tête cette tradition gaullienne qui nous a finalement préparé. Et le diagnostic du général était le bon, qui nous a préparés au moment où nous sommes. Sinon, il y a 2 autres pays, la Grande-Bretagne, évidemment, qui est dans une situation beaucoup plus de dilemme cornélien, parce qu'elle a cet attachement viscéral à la relation transatlantique, exactement, et notamment sur la question nucléaire, où elle n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome dans son utilisation de l'arme nucléaire. Et le quatrième, je dirais, la quatrième puissance qui me paraît fondamentale, c'est évidemment la Pologne, qui est un pays qui est une puissance montante sur le plan militaire en Europe, qui aujourd'hui, elle aussi, est dans un dilemme parce qu'elle est très attachée à la garantie de sécurité américaine, mais qui, si évidemment les Américains, s'ils nous lâchent, seront, je pense, de cette partie. Il faudrait y ajouter les Scandinaves, les pays baltes et l'Italie peut-être. Ça, fondamentalement, voilà. À peu près, on est sur le cadre... On est sur les 27. On est quand même sur les 27. Moi, Hongrie... Et c'est vrai que c'est peut-être une Europe géopolitique, non pas un État fédéral européen qui me paraît être totalement irréaliste dans la conjoncture actuelle, mais c'est une Europe géopolitique qui défendrait
le droit, la notion de droit, de liberté, de souveraineté territoriale, et qui permettrait de rallier peut-être une partie des populistes, ceux qui, comme vous le disiez au début, sont attachés à la souveraineté et ne veulent pas d'une capitulation devant Moscou. Michel Fouché, que faire? Mais je suis d'accord avec Laure. Le bon format, ce n'est pas l'Union européenne, parce qu'il y a des décisions à l'unanimité. Donc il y aura toujours quelqu'un qui bloquera. Le bon format, c'est celui de la réunion de dimanche à Lancaster House, avec 2 puissances nucléaires qui travaillent ensemble depuis maintenant 15 ans, avec succès, dans toute une série de domaines. Je n'ai pas le temps de détailler, avec quelques grands États, et puis les volontaires, plus la Norvège, qui a gagné beaucoup d'argent depuis 3 ans, avec son gaz. Donc c'est ça le bon format. Et donc coalition de volontaires, il n'y a pas de droit de veto, si vous voulez. Il peut y avoir des divergences, il n'y a pas de veto. Alors moi je parle quand même de prise de conscience. On est en train de se rendre compte depuis maintenant qu'on a voulu, on a cru qu'on pouvait gagner la guerre sans la faire en Ukraine. Et maintenant on est dans une situation où on pense qu'on peut gagner la paix sans la construire. On observe le débat Moscou-Berlin, Moscou-Washington. Il faut sortir de cette espèce d'obsession médiatique. Il faut qu'on travaille par nous-mêmes sans s'occuper de ce qui se passe à droite et à gauche, à l'est et à l'ouest pour l'instant, et réfléchir à nos objectifs, à nos intérêts, à nos moyens. Je n'entre pas dans les détails techniques, hein. Et l'autonomie est accessible, en gros, d'après les spécialistes, dans les 5 ans qui viennent. C'est-à-dire qu'un des enjeux pour les armées françaises et britanniques, c'est de négocier avec le Pentagone la transition. Ils ne vont pas faire sortir 85 000 hommes du jour au lendemain. Donc il va falloir négocier une transition. On estime que ça prend, en gros, 5 ans. Il y a l'aspect financier. Éric Lombard travaille sur un projet d'épargne, un livret D. Moi, j'ai proposé à Jean-Noël Barrot un emprunt qui s'adresserait à des gens comme moi, des retraités, qui ont encore un peu le sens de l'histoire et qui ont peut-être le souci de l'avenir des petits-enfants et qui pourraient très bien, au lieu de payer les impôts, mettre de l'argent dans un emprunt, comme autrefois, hein, sauf que ça serait plus contre l'Allemagne. Hein, et ça serait attractif, etc. Il faut faire preuve d'imagination dans tous les domaines. Mais le bon format actuellement, ce n'est pas l'Union européenne. Je suis désolé de le dire. Sur ces questions-là, c'est uniquement des gens qui veulent travailler ensemble. Et il y a un noyau dur franco-britannique qui a fait ses preuves dans toute une série de domaines. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais ambassadeur dans les pays baltes quand Madame Alliot-Marie était ministre de la Défense. Elle a lancé la police du ciel. Des participations d'avions français basés en Lituanie pour surveiller l'espace aérien des pays baltes, signal envoyé à la Russie. Notre ambassade à Moscou, évidemment, a protesté. Ça s'est fait. On a su faire une police du ciel qui continue à fonctionner depuis 2004. On est très bien, on est tout à fait capable de continuer avec une police du ciel élargie à partir de la Pologne et de l'Ukraine et de la Roumanie, pardon, dans les mêmes configurations. Et on a en plus des dispositifs pour le faire, si vous voulez. Donc c'est juste un exemple. On est tout à fait capable de faire tout ça. Merci, merci Michel Fouché. Comme vous savez, désormais, tous les mardis, ça parachève avec des conseils de lecture. Donc je sais que Jean-Dominique, vous avez oui, j'ai un conseil de lecture. Tout à fait. J'ai un conseil de lecture qui va faire plaisir à mon voisin, à mon vieux camarade Patrick Veil. C'est son livre. Sur Wilson. Voilà. Voilà. Ça arrivera. Alors, on l'a pas. Rapidement, mais ça arrivera. Le livre s'appelle. Alors, il y a une nouvelle édition qui est pas celle que j'ai, donc je vérifie. Ça s'appelle Un fou à la Maison Blanche. C'est absolument génial. Alors, ça ne parle pas de Donald Trump. Ça parle, vous avez compris, de son chouchou, le président Wilson, pendant la guerre de 14. C'est absolument génial pour 2 raisons, ce livre. Très rapide. Parce que ça montre l'importance de la psychologie dans les décisions politiques. Il y a eu un livre de Freud, quand même, sur ce personnage. Et ça raconte l'histoire des relations transatlantiques sur la longue durée.
lisez ce livre, Un fou à la Maison-Blanche. Il y avait une précédente édition qui s'appelait Le président est-il fou? Alors, ça ne concernait pas le nôtre, mais même si je sais qu'il y avait un petit clin d'œil un peu comme ça ne concernait pas Trump, ça concernait déjà Wilson. Je recommande vraiment le livre de Patrick. Michel Fouché, très rapidement. Les gens ordinaires ne portent pas de mitraillettes. C'est le titre d'un livre d'Artem Chapey, écrivain ukrainien actuellement sur le front. Je cite une phrase, page 29, pour nous faire la leçon à nous-mêmes. Théoriser autour de sujets géopolitiques est le privilège d'individus en sécurité. À vol d'oiseau, on ne perçoit que les contours généraux. Lorsqu'on fuit avec ses enfants et qu'on a peur pour eux, on distingue les détails de près. Mais, très bon conseil. Oui, moi je voulais vous inviter à relire Georges Bernanos et ses écrits de combat qui, je pense, dans la période que nous traversons, nous donnent du cœur et du courage pour justement faire face à la situation que nous vivons et qui appelle les démocraties saisies par la peur après Munich à ne pas se laisser aller à la panique, cette panique qui engendre la lâcheté collective. Il rappelle que la liberté et l'honneur ne se négocient pas, que la liberté n'existe que partagée et que la trahir pour autrui, c'est déjà la perdre pour soi-même. Merci. Patrick Weil. Alors moi, je vais recommander un film, The Apprentice. Parce que je trouve pas qu'on se détend en lisant, en allant voir ce film. C'est un film, s'il faut le prendre comme 2 heures de travail, je dirais. Mais on apprend quand même pas mal. C'est vraiment bien fait. Et ça nous aide, à comprendre la psychologie du nouveau président américain. Voilà, je trouve que je le recommande vraiment. Et comme vous savez que vous trouverez le seul livre que je recommande, qui est donc le volume papier du continent à la sortie. Donc il me reste... Ah oui, vous donnez rendez-vous mardi prochain. On parlera de la guerre commerciale avec le rédacteur en chef adjoint du Corriere della Sera qui viendra exprès pour nous, Federico Fubini. Et il ne me reste qu'à vous remercier, Patrick Weil, Jean-Dominique Merchet, Laurent Menville et Michel Fouché pour cet excellent mardi. La semaine prochaine.